Bonsoir à tous. Donc, la spécialité textile et fibre, eh bien, comme son nom l'indique, concerne les matériaux fibreux au sens large. Alors, généralement, quand on pense textile, on se dit chemise, t-shirt, etc. Mais le textile, l'utilisation du textile va beaucoup plus loin que ça. Donc, nous nous trouvons dans ce bâtiment, vous voyez au fond de cette image-là. Et le textile dont on va parler, eh bien, c'est aussi, enfin, c'est le textile effectivement utilisé pour le vêtement, mais pas que. Et il y a une multitude d'applications pour ce textile qui sont souvent un petit peu méconnues. Alors, textile au sens textile technique, donc pour faire de la protection individuelle, comme vous pouvez le voir sur les images de gauche, ou pour des applications un petit peu plus exotiques comme le domaine biomédical que vous voyez sur la droite. Donc, on utilise typiquement du matériau fibreux pour fabriquer, par exemple, des prothèses vasculaires, comme vous en voyez en haut. Donc, ce sont des tubes dont on va se servir pour remplacer un vaisseau sanguin qui est bouché, par exemple. On se sert du textile pour faire des pansements. Et on se sert du textile dans les salles opératoires. Je vous montre ici juste une application particulière du textile. On va fabriquer une valve cardiaque à partir de matériaux textiles. Et vous voyez que c'est un matériau qui présente des propriétés intéressantes pour ce genre d'application également. Alors, autre domaine dans lequel on va pouvoir trouver ce textile, eh bien, c'est le géotextile. Donc, quand vous regardez autour de vous, sur les routes ou les champs, vous allez retrouver l'utilisation de nappes blanches qui sont pas autre chose qu'un entrecroisement fibreux, dont la fonction va être d'isoler, éviter que la terre ne remonte en surface ici ou au niveau d'une route, que la terre ne remonte au niveau du béton de la route. Et ici, encore quelques autres applications assez classiques du matériau fibreux, donc le cordage dans le domaine marin, ou alors la fabrication de matériaux composites pour les bateaux, les hélicoptères, des avions, des automobiles. Donc une multitude de domaines dans lesquels ce matériau est utilisé. Alors, on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'étudier le matériau textile? Quel est l'intérêt de former des ingénieurs qui acquièrent des compétences ou qui sont des technologues experts du matériau textile? Eh bien, tout simplement parce que le textile, c'est un matériau qui est léger, souple, qui est très résistant. D'un point de vue mécanique, c'est un matériau qui se déforme, c'est un matériau qui est poreux, ce qui est intéressant pour certaines applications comme la filtration ou le domaine de la filtration ou le domaine biomédical. Donc globalement, c'est un matériau qui est particulièrement intéressant. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce matériau-là, si on réfléchit un petit peu historiquement, vous aviez un chevalier, c'est un exemple que j'aime bien, quand vous avez un chevalier sur un cheval, il avait une armure de protection qui était faite de pièces rigides, et très rapidement, on s'est rendu compte que ces pièces rigides l'empêchaient de se mouvoir, donc on a remplacé ça par de la cotte de maille. Donc là, typiquement, on a une structure de type textile, parce que vous avez un entrecroisement d'éléments qui sont articulés les uns avec les autres, qui vont protéger le chevalier mécaniquement, tout en lui donnant une certaine souplesse dans ses mouvements. Donc globalement, c'est un petit peu anecdotique comme exemple, mais globalement, aujourd'hui, on utilise le matériau textile justement toujours pour donner de la résistance mécanique combinée avec de la souplesse du matériau. Alors, quand on dit textile, on raisonne à plusieurs échelles. On va raisonner à l'échelle de la fibre. Et à partir de ces fibres, on va faire des structures, une dimension, deux dimensions, trois dimensions. Alors, typiquement, la fibre, ça ressemble à quoi? Eh bien, quand on regarde ça au microscope, voilà le genre de choses que l'on peut voir. Donc, vous voyez ici une fibre de coton, vous voyez ici une fibre de laine, une fibre de soie. Et sur des matériaux un petit peu plus techniques, en bas, eh bien, vous voyez la fibre Coolmax. Eh bien, c'est une fibre qui présente une circonférence un petit peu particulière qui va faire que quand ces fibres sont entrecroisées entre elles pour former des étoffes ou des structures textiles, eh bien, vous allez avoir des pouvoirs isolants très, très particuliers, ce que vous avez aussi avec la coalophile ici. Vous avez une fibre avec une multitude de porosités dans lesquelles on va emprisonner de l'air. Et si je fabrique un vêtement avec cette fibre-là, eh bien, je vais avoir un vêtement qui sera particulièrement isolant pour des applications sportives extrêmes, par exemple. À l'échelle de dimension, quand on parle de textile, eh bien, on va avoir un matériau soit tissé, soit tricoté au milieu, soit non tissé comme vous l'avez à droite, et selon l'application que l'on veut, pour laquelle on veut utiliser le textile, eh bien, on va utiliser tel ou tel matériau. Ce qui est intéressant dans le matériau textile, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que la manière dont on va entrecroiser les fils dans la structure textile va permettre d'avoir un matériau qui est plus ou moins déformable.
Donc, par exemple, à gauche, on essaye de mettre un textile autour d'un ballon de basket avec la structure qui est représentée en haut à gauche. Alors, on a du mal à le faire parce que le matériau va se plier, mais pas suffisamment pour enrober la balle. Et au contraire, si on éloigne un petit peu les fibres les unes des autres, donc en jouant sur ce qu'on appelle la structure textile, on est capable de faire une enveloppe pour le ballon de basket qui se trouve ici. Le message que je veux faire passer ici, c'est que le matériau textile est un matériau qui est extrêmement versatile et dont on peut faire varier les propriétés pour atteindre des objectifs d'utilisation ou d'application auxquels on peut être intéressé. Après, le matériau textile, c'est un matériau qui peut être soit très déformable, comme vous l'avez par exemple sur une structure tricotée, ou alors beaucoup moins déformable, comme vous l'avez sur une structure tissée. Donc, si j'ai besoin d'un matériau très souple, je vais utiliser un tricot. Si j'ai besoin d'un matériau peut-être un petit peu plus résistant et plus rigide, je vais utiliser une structure plutôt tissée. Donc, pour dire là encore qu'il y a un matériau que je peux vraiment adapter à la fonction pour laquelle je veux pouvoir l'utiliser. Donc, grande variété de matériaux, grande variété de structures, grande variété de traitements de surface éventuels pour des applications qui sont elles aussi très variées, comme j'ai pu le montrer un petit peu au début de cette présentation. Alors ici, un exemple qui est l'exemple du sac à dos, que j'aime bien parce qu'il allie différents types de structures textiles et puis il illustre un petit peu le potentiel du matériau fibreux et qui justifie le fait qu'on puisse avoir envie d'étudier ce matériau-là au niveau ingénieur. Typiquement, dans un matériau, dans un sac à dos, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle du warp métier de fabrique. Donc, c'est un matériau tricot à mailles jetées qui est la partie que vous allez avoir dans le dos, qui va vous donner la notion de confort quand vous portez le sac à dos. À côté de ça, vous allez avoir des rubans pour serrer le sac sur votre dos qui ont besoin d'être très résistants. Donc, vous allez utiliser là plutôt un matériau tissé. Sur les côtés, vous allez là aussi pouvoir utiliser un matériau qui est un petit peu plus souple parce que c'est la zone que vous allez remplir dans votre sac à dos, donc il faut qu'elle soit facilement pliable. Un petit peu plus loin, vous allez utiliser toujours un tricot, mais un petit peu plus ouvert. Là, vous allez mettre vos gâteaux, vos biscuits pour qu'on les voit quand on ouvre la tirette et on voit un petit peu ce qu'il y a dans ce filet. Et ensuite, vous pouvez fonctionnaliser le matériau textile en le combinant avec des bandes réfléchissantes, eh bien, pour qu'on vous voit la nuit tout simplement quand vous portez votre sac à dos. Donc rien que là, dans ce que je viens de décrire, vous avez déjà 5 types de textiles différents. Et ensuite, un textile un petit peu plus exotique, eh bien, c'est le velcro. Vous avez tous entendu parler du velcro. C'est ce système d'assemblage qui vous permet d'assembler 2 éléments textiles de manière non permanente. Et là, je vous mets une image de ce à quoi peut ressembler un système velcro. Eh bien, vous voyez que c'est une structure textile qui est finalement très complexe. D'un côté, vous avez des fibres un petit peu plus larges, mais qui sont rompues pour s'accrocher avec des fibres en face qui se trouvent sur la pièce que vous allez venir accrocher sur la pièce de départ. Et la pièce que vous allez venir accrocher sur la pièce de départ, eh bien, elle est faite de fibres beaucoup plus fines qui partent un petit peu dans toutes les directions. Donc, le fait de combiner ces 2 fibres de taille différente va vous permettre de faire un assemblage qui sera résistant, mais tout en étant démontable, désassemblable. Voilà. Alors, au niveau de la filière textile en elle-même, eh bien, se former pour pouvoir développer les produits dont j'ai parlé jusqu'alors, il faut que l'ingénieur il ait des compétences dans un certain nombre de domaines. Alors, il y a d'abord les domaines métiers, matériaux fibreux. Donc, dans une école d'ingénieur textile, vous allez apprendre ce que c'est qu'une fibre, un fil, comment fabriquer un tissu, un tricot, un non tissé, comment caractériser ces matériaux pour leur donner les propriétés que l'on veut avoir au niveau du produit final. On va travailler également, on va être formé sur les procédés qui permettent d'obtenir du fil à travers le processus de filature ou de filage et les processus qui vous permettent d'obtenir une étoffe qui sont le tissage, la maille, la confection et l'ennoblissement pour fonctionnaliser le tissu et lui donner des propriétés particulières comme l'étanchéité, la biocompatibilité si j'utilise mon textile dans un domaine médical, voilà. Et autour de ces matières fondamentales vont graviter des matières un petit peu transverses mais qui ont toujours trait aux matériaux fibreux, à savoir la caractérisation, pour connaître les propriétés du matériau auquel j'ai affaire, et des matières un petit peu plus exotiques comme l'éco-conception, l'éco-fabrication. Pour pouvoir aborder tous ces aspects d'un point de vue ingénierie, eh bien, il me faut un certain nombre de sciences pour l'ingénieur, un certain nombre de matières issues du domaine des sciences pour l'ingénieur. Donc, ça va être
Ça va aller de la mécanique à la mécanique des fluides en passant par la thermique, mais aussi, bien sûr, la chimie des polymères, puisque ces polymères utilisés dans le domaine sont très utilisés dans la fabrication des fibres et dans la fabrication des textiles qui vont être obtenus à partir de ces fibres, et bien sûr des maths, statistiques, informatiques, etc. Alors un ingénieur, c'est pas qu'un technologue, c'est aussi quelqu'un qui doit communiquer, c'est quelqu'un qui doit travailler en équipe. Donc à partir de là, eh bien, il y a un certain nombre de matières aussi qu'on appelle transversales, qui ont trait aux sciences humaines, où on apprend eh bien les langues, on apprend la culture d'entreprise, on apprend à communiquer, on apprend à rédiger des rapports, et tout ça combiné va faire qu'on va avoir un profil d'ingénieur en sortie d'école. Alors par rapport à l'école en elle-même, on forme des textiliens, bien sûr, mais ces textiliens vont pouvoir se spécialiser en dernière année en choisissant une option. Soit on va aller un petit peu plus vers les textiles techniques pour développer des produits techniques, ou alors on va aller un petit peu plus dans le domaine de la confection, où là on forme des ingénieurs plus destinés à la fabrication de produits au sens vêtements du terme, mais surtout vêtements de luxe et produits textiles de luxe dans ce domaine-là, ingénieurs qui vont pouvoir être employés soit dans le domaine de la qualité ou alors dans le développement du produit au sens global du terme. L'organisation de la formation est assez classique, hein, comme dans toute école d'ingénieur, donc 5 semestres théoriques et un stage de fin d'études de 6 mois en dernière année, qui souvent sert de tremplin pour trouver un emploi par la suite. Alors à partir de l'année prochaine, dans la formation, vont se rajouter un certain nombre de choses. On est en train de travailler sur le contrat de professionnalisation en dernière année, l'idée étant de pouvoir faire le semestre 5 en partenariat avec une entreprise, dans une alternance 15 jours, 15 jours, donc 15 jours entreprise, 15 jours école pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui ne souhaitent pas suivre ce modèle-là, eh bien, vont suivre le semestre théorique à temps plein en présentiel à l'école. Au niveau des stages, il y a un stage de découverte en entreprise en première année, en fin de première année, stage de 4 semaines. Il va y avoir à partir de l'année prochaine un stage un petit peu plus long, 14 semaines, qui se fera en fin de deuxième année, qui est ce qu'on appellerait un stage technicien assistant ingénieur, et ensuite le stage de dernière année dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on retrouve dans le semestre 5, c'est là que vous allez choisir soit l'option confection, soit l'option textile technique dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors deux mots plus en détail sur ces stages. Quand on dit un stage en textile, où est-ce qu'on va le faire? Vous pouvez le faire dans une multitude d'entreprises. Ça peut être soit des entreprises qui fabriquent des vêtements comme Lacoste par exemple, hein, un des plus connus. Ça peut être dans le domaine sportif, chez Decathlon, chez Intersport, où vous allez être impliqué, où l'ingénieur ou le futur ingénieur va être impliqué dans le développement de produits techniques, qui sont des produits à très forte valeur ajoutée et qui nécessitent des compétences de développement type ingénieur. Ça peut être dans le fabricant du textile lui-même, à savoir typiquement Porsche Industrie par exemple, qui vont fabriquer des voiles pour des parapentes. Ça peut être Cefar qui fabrique des structures monofilamentaires pour l'industrie médicale. Donc il y a une multitude de domaines d'employabilité ou d'emploi après. Après, vous retrouvez d'autres noms. Là, Salomon, qui est un fabricant que vous connaissez, ça peut être Sergent-Major, ça peut être du Kiabi, ou alors ça peut être du fabricant de machines comme Stobli, que vous voyez en hautement transparent, ça peut être Superba, qui est aussi fabricant de machines et de produits textiles un petit peu particuliers, ça peut être du Jacob Holm, qui fabrique des pansements pour le domaine médical, etc., etc. Hugo Boss, que vous connaissez bien. Voilà. Ça vous donne un peu une idée des entreprises dans lesquelles vous pouvez être amené à travailler. Alors, quand on dit travailler dans une entreprise textile en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je peux être chez Adidas, typiquement, et je peux être dans le développement de produits innovation. Donc, je vais m'intéresser à des t-shirts, à des pantalons ou des joggings de course qui vont être particulièrement isolants, par exemple, pour des activités sportives. Je peux travailler chez Forestia, donc dans le domaine de l'automobile, et je peux être amené à être impliqué dans l'optimisation de procédés d'extrusion de fibres, par exemple. Je peux travailler chez un fabricant de fibres et être intégré dans le développement de fils polyester, par exemple, pour répondre de manière particulière au marché du géotextile, qui sont ces textiles utilisés pour la fabrication, pour le renforcement des routes, par exemple. Et voilà, juste pour illustrer un petit peu ce que l'on peut être amené à faire.
Au niveau relations internationales, quelques mots. Les relations internationales sont quelque chose qu'on connaît bien, la filière textile de l'école, tout simplement parce que c'est la filière historique de l'école qui a plus de 150 ans. Et il y a 150 ans, eh bien, Mulhouse exportait déjà des tissus qui étaient imprimés au Japon. Donc, il y avait déjà de la collaboration avec d'autres pays. Et on voit qu'au niveau historique, eh bien, dès les années 1900, dans la formation textile, il y avait 15 nationalités différentes. Et aujourd'hui, eh bien, pour parler de choses un petit peu plus récentes, l'école textile de la filière ou la spécialité textile de l'ENSISA est intégrée ou fait partie d'un réseau, qui est le réseau de TEX, qui regroupe à peu près une trentaine d'universités à travers l'Europe. Donc ces partenaires sont tout simplement des universités où l'on forme aussi des ingénieurs textiles. Donc c'est relativement simple de collaborer avec ces universités, sachant que le textile reste une activité un petit peu de niche. Donc très vite, les partenaires se connaissent tous. Alors les métiers, j'arrêterai là, je vous laisserai poser les questions après. Les métiers auxquels vous pouvez être confronté en étant ingénieur textile, eh bien ça peut être des métiers en termes de fonctions qui peuvent aller de la R&D à la qualité en passant par le commercial et la production. Le R&D représentant effectivement la majeure partie des emplois que les étudiants connaissent par la suite. Tout simplement parce que le textile, c'est un marché en plein essor. Notamment, si vous raisonnez, si je prends l'exemple des matériaux composites, par exemple, on essaye de plus en plus de remplacer les matériaux métalliques, aluminium, par des matériaux composites, donc faits à base de fibres. La fibre étant quelque chose de très léger, de très résistant, je peux, en fabriquant un matériau composite adéquat, avoir un matériau qui présente de très bonnes résistances mécaniques, une très bonne résistance mécanique, associée à une légèreté qu'un autre matériau ne peut pas donner. Donc, le fait qu'on va vers des aspects environnementaux, économie d'énergie, etc., eh bien, fait que l'ingénieur textile prend toute sa place dans cette logique-là. Après, en termes de domaine, eh bien, vous allez trouver le textile, enfin, l'employabilité dans le domaine du textile technique, dans le domaine du transport, aéronautique, automobile, dans le domaine médical dont j'ai parlé, et ensuite, il reste quand même, faut pas négliger, un bon tiers des emplois qui se font dans le domaine de l'habillement, habillement technique, ou alors habillement au sens large, confection de produits type vêtements. Voilà un petit peu le paysage. Donc le textile est partout, on est toujours à la pointe de l'innovation et c'est très important dans le cadre de cette activité d'innovation d'être adossé à la recherche et c'est un des gros avantages de la spécialité textile de l'école, c'est qu'elle est adossée à un des deux laboratoires que l'on trouve en France dans le domaine du textile qui s'appelle le LPMT, Laboratoire de physique et mécanique textile, dont les thématiques eh bien, sont centrées, de par la définition du labo, sur la science des fibres et le matériau fibreux que l'on peut fabriquer à partir de cette fibre. Donc on va s'intéresser à des activités qui peuvent être la caractérisation de matériaux, la fonctionnalisation de ces matériaux, pour leur donner des propriétés un petit peu particulières ou pour les rendre intelligents en mettant de l'électronique, par exemple, sur ce petit cliché. Et on s'intéresse bien sûr à optimiser les procédés et les produits que l'on va pouvoir obtenir avec ces procédés. Donc il y a un champ de recherche qui se rajoute, je dirais, à la connaissance classique de l'ingénieur textile, qui est extrêmement large et l'ingénieur textile, bien sûr, est fortement impliqué dans ces actions-là. Voilà, merci de votre attention. Donc je vais arrêter mon discours ici et je suis maintenant ouvert à la discussion. Alors, merci Frédéric. Du coup, on attend vos questions dans le chat. Alors, j'en ai déjà eu quelques-unes. Et la première, c'est est-ce qu'on doit avoir un profil type pour postuler à la spécialité textile et fibre de l'ENSISA? Alors, je vais me permettre de répondre. Élise pourra compléter en tant que parce qu'elle a suivi la formation. Je dirais, il n'y a pas besoin d'avoir un profil type. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir de bonnes bases scientifiques pour pouvoir comprendre, s'approprier les raisonnements qui sont déployés dans le cadre d'une école d'ingénieur au sens large et puis dans le cadre de la spécialité textile en particulier. Donc, il faut un profil scientifique en amont et ensuite, il faut une appétence un peu pour un secteur technologique un peu de niche qui est la science des fibres. Donc je dirais, si le textile n'intéresse pas du tout, si on n'est pas du tout intéressé ni par le vêtement technique, ni par le vêtement au sens large, ni par le matériau composite, je dirais la filière textile n'est pas forcément, la spécialité textile n'est pas
le choix prioritaire qu'il faudrait faire. Mais par contre, si on s'intéresse à la fibre, on n'a pas besoin de s'y être intéressé avant pour postuler dans une spécialité textile et fibre. Il faut s'intéresser je dirais, à la technologie au sens large, aux aspects mécaniques de la technologie et avec une application particulière à la science des fibres. Là, je sais pas, Ellie, si tu as un autre commentaire à faire là-dessus. Comment tu as choisi textile et fibres? Moi, c'était exactement ça. Donc, l'envie, enfin, l'intérêt pour le textile technique, et puis aussi pour la confection. D'ailleurs, j'avais les intérêts pour les deux parties qui m'ont fait vraiment avoir envie d'entrer dans cette école. Et du coup, si je peux préciser peut-être au niveau plus terre à terre, donc moi, j'ai fait à l'origine, avant de faire l'école d'ingénieur, donc j'ai fait une CPGE, donc une classe préparatoire aux grandes écoles en maths et physique, donc même pas spécialement orienté chimie ou quoi que ce soit, et ça ne m'a pas empêché de suivre parfaitement la, euh, la formation. Et j'ai des camarades qui venaient de BTS ou de DUT et ils n'ont pas eu non plus de problème pour suivre la formation, donc il n'y a pas de profil type vraiment, à part en effet, comme le disait Fred, l'envie d'apprendre, l'envie et l'envie d'avoir un côté technique et un côté plus textile. Voilà. Je tiens à préciser pour le BTS, les gens qui ont fait un BTS, ils ont fait une classe prépa ATS hein, pour Oui, rentrer oui, chez nous. oui. Ils sont pas venus directement. Oui. Très bien. J'ai Laurence dans le chat qui demande pour sa fille qui est en terminale et qui envisage de faire un BUT Sciences et Génie des matériaux, si elle pourra intégrer la filière dans 3 ans. Alors, elle pourra, de par le parcours, donc on récupère, on recrute chaque année des étudiants qui ont un DUT génie des matériaux. Ceci dit, il faut quand même que ce DUT soit obtenu avec de bons résultats, parce qu'il y a toujours, encore une fois, cette dimension scientifique derrière. Alors, je vais repréciser parce que la question était pour le BUT, qui est l'évolution du DUT. Les mécanismes ne sont pas bien précis. Aujourd'hui, c'est en cours de négociation entre les écoles d'ingénieurs et les IUT. Le DUT continue d'exister, donc il y aura probablement encore une sortie à bac+2 pour intégrer l'école en première année de cycle ingénieur. C'est le mécanisme actuel. On ne sait pas si ce mécanisme-là sera modifié, mais il y aura d'une manière ou d'une autre des passerelles, mais peut-être pas en allant au bout du BUT. Très bien. Nous avons une question de Chloé qui demande, on a parlé uniquement de L1 à L3, cela correspond aux 3 premières années du cursus ou aux 3 dernières? Alors là, quand j'ai parlé d'année 1 et 2 et 3, c'était les 3 dernières années du cursus Bac+5, donc les 3 années école d'ingénieur proprement dit. Donc je n'ai pas du tout évoqué la classe préparatoire, les 2 premières années de classe préparatoire intégrée qui sont spécifiques à l'N6A. Donc ensuite, nous avons Flavien qui demande s'il vaut mieux venir en cycle post-bac ou après une prépa. Bon, je laisserai Laurent répondre après. Moi, je lui donne juste mon avis. Je pense que les 2 parcours sont possibles. Ce sont des choses qui sont assez personnelles. L'avantage de passer par le cycle post-bac spécifique à l'N6A, c'est que la réussite en cycle post-bac rend l'accès aux différentes spécialités de l'école, on va dire automatique, sans passer par un concours après les 2 années. Alors, le recrutement quelque part où la sélection se fait au début, à l'entrée en CPB, le fait de passer par une classe prépa externe, eh bien ça fait passer par le concours, donc le recrutement est moins automatique. Maintenant, selon les envies et les orientations, les passerelles qu'on veut se laisser éventuellement ouvertes, etc., le choix de l'un ou l'autre peut se justifier. C'est exactement ça. La différence, c'est que comme il n'y a pas de concours en cycle post-bac, il n'y a pas de call, il n'y a pas de bachotage.
Et le temps libéré par la préparation au concours est utilisé pour faire autre chose, particulièrement de la culture d'entreprise, des langues, de manière plus affirmée qu'en prépa. Très bien. Maxence, qui est en licence 2 physique-chimie, demande si son admission se fait donc via l'étude du dossier ou est-ce qu'il y a une plateforme dédiée ou est-ce que c'est un concours? Comment ça se passe? Laurent, je peux te laisser répondre parce que je suis pas encore familier des concours à Ex-Dug, là, ou Marie-Claude. La licence physique-chimie, il n'y a rien au niveau de passe ingénieur, donc c'est de l'étude de dossier. Donc, Si c'est je de ne l'étude m'abuse. de dossier à la fin du L2, L2 ou L3, mais l'admission se fait en première année de toute façon. c'est ça. Mais disons, un L2 peut postuler en première année si le dossier est bon. Oui, on en a. Je me tourne vers Marie-Claude, hein, qui va confirmer. Oui, j'en Alors, ai les pas statistiques, je trop. ne peux pas dire si c'est plutôt L2 ou L3 qu'on a, mais Nous avons beaucoup plus de L2 que de L3, effectivement. Par contre, il y a la licence physique-chimie, donc renforcée sur Mulhouse, où là, nous avons une convention, donc c'est totalement différent du recrutement sur dossier, hein. Ça dépend si la personne veut intégrer donc la FST Mulhouse ou une autre fac. Ils ont un L2 ou un L3 obtenu effectivement dans une autre académie ou Voilà. dans une autre université. Ce sont des choses qu'on connaît un peu moins, donc forcément le recrutement se fera avec une analyse peut-être plus approfondie du dossier. Le fait que ce soit un L2, L3 local, on connaît un petit peu mieux ce qui est fait dans la formation locale et donc il est plus facile pour nous d'appréhender un dossier L2 ou L3 local. Mais un L2, L3 d'ailleurs n'est pas le recrutement d'un L2, L3 fait ailleurs n'est pas exclu, hein. Très bien. Est-ce que les enseignements allient la théorie et la pratique? Alors tout à fait. Alors ils allient la théorie et la pratique. Je vais parler de la pratique qui se fait à différents niveaux. D'abord à travers les travaux pratiques qui sont, comme on est dans un métier de spécialité, on ne peut pas apprendre le textile que en écrivant des équations, hein. Il faut faire de la filature, du filage, du tissage, du tricotage, de la métrologie, de la caractérisation, parce qu'on est sur un matériau qui est très particulier. Ça nécessite une approche très approfondie du dimensionnement et de la mesure des propriétés de ces matériaux. Donc là, on est dans la partie purement pédagogique enseignement. Mais au-delà de ça, donc, comme précisé un peu dans ma présentation tout à l'heure, il y a l'opportunité de faire de la pratique à travers les stages. Donc, stage de première année de découverte, 4 semaines, découverte du milieu industriel. Stage en deuxième année entre 10 et 12 semaines pour être assistant ingénieur ou technicien dans une entreprise ou un laboratoire a priori dans le domaine de la science des fibres et du textile. Donc là, on est toujours dans de la pratique. Et stage de dernière année de 6 mois, où là, on peaufine le profil de l'ingénieur. On met en pratique tout ce qu'on a appris sur les 2 années et demie qu'on a passé à l'école. En plus de ces stages, il y a les projets. Donc, projet en première année, là aussi, alors ça reste du théorique, mais c'est du théorique découverte, dans le sens où l'étudiant va chercher lui-même, enfin, on va lui proposer un sujet bibliographique où il va rechercher de l'information sur un sujet qui n'aura peut-être pas été abordé dans le cadre des cours théoriques, justement. Donc, ça apprend une certaine autonomie et une recherche d'informations sur par différents moyens, informations techniques sur un processus et un produit donné. Ensuite, il y a un projet en dernière année qui est un projet d'à peu près 3 semaines continues, 120 heures à peu près, où là, on va approfondir, on va travailler sur un sujet technique ou un sujet de recherche dans le but de résoudre une problématique technique ou une problématique de recherche. Alors souvent, c'est un projet qui se fait en groupe, des groupes de 2-3 étudiants, donc ça apprend également le travail en équipe. Au-delà de je dirais, de ce schéma qui est un petit peu commun à toutes les spécialités, on a dans la spécialité textile, en plus, des projets internes à certaines matières spécifiques. Donc, il y a des projets de développement de produits sur une vingtaine, une trentaine d'heures dans le cadre de la spécialité confection. Donc, on va concevoir un vêtement qui doit avoir des propriétés techniques particulières. Et dans la spécialité
textile technique, il y a le même genre de projet. Donc tout au long de la formation, on essaye quand même d'approfondir le côté pratique. Très bien. Peut-on suivre les enseignements sous le statut d'étudiant alternant? Alors, en l'état aujourd'hui, non. Il peut y avoir une alternance, entre guillemets, à travers un contrat de professionnalisation dernière année d'études, donc la 3e année d'ingénieur, donc le semestre 5 avant le stage. Là, nous sommes en train de réfléchir à la mise en place. Vas-y. Semestre 9. Pardon, semestre 9, oui. Semestre 9, donc on réfléchit à la mise en place d'une alternance. Jusqu'à présent, l'alternance se fait dans un mode 3 jours, 2 jours, qui limite un peu les contacts avec les entreprises dans le domaine du textile qui se situeraient beaucoup plus loin. On a quand même en France un réseau d'entreprises textiles qui est très dense, mais qui se situe dans le nord de la France, qui se situe sur Lyon, même si on en a un certain nombre sur la région Alsace ici. Mais pour permettre à l'étudiant de pouvoir travailler avec des entreprises qui se situent un petit peu plus loin, on est en train de mettre en place une alternance plutôt sur du 15 jours, dans le cadre de la dernière année à travers un contrat de professionnalisation. Donc, les années 1 et 2 se font de manière classique et en dernière année, on peut choisir ce parcours un petit peu particulier et on n'est pas obligé non plus, on peut suivre l'enseignement de manière plus traditionnelle. Nous avons une question de Flavien qui demande si on peut faire un stage par an. Alors, c'est à peu près le rythme que l'on a à l'ENSISA à travers toutes les spécialités et dont aussi la spécialité textile. Donc, stage ouvrier en première année, qui se fait plutôt vers le mois de juin, qui est un stage ouvrier. En deuxième année, un stage plutôt assistant ingénieur ou technicien, qui se fait aussi sur juin-juillet. Et enfin, un stage d'ingénieur qui se fait donc sur le semestre, après le semestre 9, en dernière année. Donc, ce qui fait à peu près un stage par an, et auquel peut se rajouter la période contrat de professionnalisation. Donc, soit au total, sur 3 ans, l'étudiant qui le veut peut passer à peu près 1 an en entreprise, donc 30% du temps. D'accord. Donc là, nous avons une autre question qui est très intéressante puisque nous avons Élise qui est là. Et la question est, est-ce qu'il y a une poursuite d'études qui est possible après le cursus ingénieur en textile et fibres? Élise, je te laisse répondre. Oui, moi j'ai poursuivi mes études avec un doctorat donc dans le domaine du textile technique et plus précisément du biomédical. Donc après, je sais qu'il y a également des étudiants qui étaient de ma promo qui eux ont continué, mais cette fois plus avec un master de management qui se rajoutait donc à leur diplôme d'ingénieur. Donc après, c'est en fonction des envies de chacun et il est possible en effet de poursuivre les études donc avec différentes possibilités selon les envies de chacun. Oui, il y a notamment donc le MAE Alsace Tech qui se fait à l'EM Strasbourg, qui a été monté par les différentes écoles d'Alsace Tech et qui est un parcours aménagé spécialement avec 4 mois d'enseignement théorique et puis un stage ou une alternance ensuite. Mais c'est vraiment un choix personnel. On peut parfaitement sortir de l'école et trouver du boulot. Il y a des domaines où c'est pas le cas, mais chez nous, avec un diplôme d'ingénieur, on trouve. C'est un choix de continuer en recherche ou par un MAE. Je précise peut-être au niveau relations internationales, on a une spécificité dans le domaine textile qui est qu'il y a un programme justement initié par le réseau d'universités textiles dont je parlais tout à l'heure, qui est le réseau OTEX, donc un programme qui s'appelle e-Team et qui maintenant a changé de nom, qui va s'appeler 8Team. Donc on passe de e-Team à 8Team. L'idée étant de faire la dernière année dans le cadre de ce programme ce programme 8Team et qui permet, en rajoutant une année à la fin du cycle ingénieur classique, d'obtenir plusieurs diplômes dans le domaine du textile. Donc, il y a notamment l'université, les étudiants reçoivent un diplôme d'ingénieur textile de l'université suédoise et un diplôme d'ingénieur textile de l'université de Gand en Belgique. Donc, ça permet d'approfondir, si vous voulez, un petit peu plus le domaine de la fibre,
mais à une échelle internationale et de collaborer avec des équipes de recherche, pas seulement en France, mais ailleurs. Alors, je ne sais pas si tu en sais plus, Fred, mais jusqu'à présent, c'était 4 semestres qui étaient faits dans 4 universités différentes. Hein. C'est ça. La nouvelle mouture prévoit toujours ça. Oui, la nouvelle mouture prévoit ça, sauf qu'il y a, je pense, ces diplomations qui n'existaient pas. Il y a un diplôme en plus, je crois. Oui, c'est un master Erasmus Mundus maintenant. Hein. Oui. Voilà, c'est un master Erasmus Mundus qui fait que notamment nous, NCISA, nous délivrons le master MMF aux étudiants qui seront passés dans cette boucle-là. Alors je peux peut-être, ça répond aussi indirectement à la question qui a été posée. Je précise qu'en parallèle de la dernière année de la spécialité textile, les étudiants peuvent s'inscrire dans un master qui s'appelle MMF, mécanique et matériaux fibreux, et qui leur permet d'avoir une petite ouverture vers la recherche dans le cadre d'un certain nombre d'enseignements qui se rajoutent à leur programme classique d'ingénieur. Donc c'est une 60aine d'heures d'enseignement, donc c'est pas énorme. Ça demande du travail en plus, bien sûr, mais ça permet d'avoir un diplôme en plus et une ouverture d'esprit un petit peu plus large parce qu'on sait coltiner avec des thématiques un petit peu différentes. Il y a Laurence dans le chat qui demande s'il est possible de faire un stage à l'étranger. Certaines écoles le disent obligatoire. Qu'en est-il de l'ENSISA? Je te laisse répondre, Laurent. Oui, c'est pas moi qui ai posé la question. Alors, on a une période obligatoire à l'étranger, pour l'instant de 4 semaines. On verra si elle est allongée. Elle peut se faire soit par un échange ou un double diplôme dans une université étrangère, ou un stage. Alors, c'est en vigueur depuis l'année dernière. Bon, cette année, en raison de la crise sanitaire, on a levé cette obligation, mais il y a une obligation de mobilité, comme dans la quasi-totalité des écoles d'ingénieurs françaises. On n'incite pas forcément à faire en stage en dernière année, parce que le stage de dernière année, c'est vraiment la préparation à l'entrée dans la vie professionnelle, et beaucoup n'ont pas l'intention d'aller à l'étranger, mais ça peut se faire en première année, deuxième année ou semestre d'échange. Alors je complète en donnant peut-être un chiffre. Là, cette année, nous avons 18 étudiants de la spécialité textile qui font leur dernier semestre théorique dans une des universités partenaires. Comme le réseau est assez large, ça permet de placer plus de la moitié de la promotion à l'étranger pendant le dernier semestre théorique. Mais je confirme ce que disait le directeur, c'est qu'effectivement, faire le stage à l'étranger, c'est pas forcément évident. D'abord parce que la perception de ce qu'est un stage ingénieur entre ce que l'on entend par là en France et à l'étranger, c'est pas forcément pareil. Si on prend l'exemple des États-Unis, par exemple, le concept de stage ingénieur, ça n'existe pas. C'est où vous allez travailler, où vous étudiez, mais le stage de 6 mois, comme on l'entend en France, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pas forcément évident de trouver une structure, une entreprise à l'étranger qui vous accueille en stage, même si ça se fait. Hein, ça se fait en Allemagne, ça se fait dans un certain nombre de pays européens, mais pas partout. Très bien, donc c'était la dernière question que j'avais à vous poser. Donc si jamais les participants ont une question de dernière minute, c'est le moment de la poser. Et si jamais, Frédéric, tu as quelque chose à rajouter ou si tu as envie de compléter tout ce qui a été dit, c'est le moment. Et sinon, nous allons clôturer la présentation. Je compléterai juste en rebondissant un peu sur la synthèse des questions qui ont été posées. Donc, on résume un peu ce que l'on fait dans la filière textile et fibres. C'est que d'abord, on est sur un secteur un petit peu de niche. Donc, ça répond forcément à une demande un petit peu particulière du marché industriel. On n'a pas de difficulté particulière à insérer nos étudiants dans ce marché parce qu'il est particulier. Au niveau du profil des étudiants, que l'on recrute d'habitude, eh bien, ce sont des gens avec des profils très très variés, mais qui s'intéressent à la science des fibres, à la mécanique des fibres et à l'application des fibres dans les produits industriels textiles. Globalement, c'est une formation fortement tournée vers l'international, avec une grande partie de nos étudiants qui séjournent quand même à l'étranger à un moment donné ou à un autre de leur cursus. C'est une formation qui est très orientée professionnelle, puisque l'étudiant peut, s'il le souhaite, passer jusqu'à un tiers de sa période en école d'ingénieur en lien avec une entreprise.
Et c'est une entreprise, une formation qui est très orientée mode projet et travail en groupe, qui est quand même une des compétences que les industriels exigent d'un ingénieur quand elles l'embauchent. Voilà. Alors j'ai juste une dernière question, du coup, c'est est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une période d'enseignement à l'étranger sans forcément un double diplôme, sans forcément un stage, mais en fait une période d'études qui durerait 2 ou 3 mois par exemple à l'étranger? Alors, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on fait généralement, ou ce que font beaucoup d'étudiants dans la dernière année de l'école, donc sur la période de septembre à janvier, donc avant le stage de fin d'études. Ils vont faire leur période d'études à l'étranger, et bien sûr, cette période est validée en termes de crédit par les instances de l'ENSISA. Donc, c'est pas un séjour pour rien à l'étranger, hein, c'est avec de la validation de crédit. Très bien. Eh bien, c'était la dernière question, donc je vous propose de clôturer cette présentation.